Lagos, une ville immense, vibrante, où chaque villa dissimule ses propres secrets derrière des murs trop blancs pour être honnête. Dans l'une de ces maisons vit Naila Bakari. Belle, silencieuse, insondable. Aux yeux du monde, elle est la femme parfaite, épouse fidèle, mère discrète, présence élégante. Mais derrière ses gestes doux et ses regards maîtrisés, se cache une vérité que personne ne soupçonne. Naila est riche, riche au-delà de tout ce que son mari, Khaled, pourrait imaginer. Lui se bat, chaque jour, sous le soleil brûlant, pour gagner quelques billets. Il vend, il supplie, il s'épuise. Tout cela pour sauver leur fils, Samir, malade. Et elle regarde, elle se tait, elle ne fait rien, pas par impuissance, par choix. Ce choix, elle le porte en silence, comme une cicatrice qu'elle refuse de guérir. Chaque geste devient calcul, chaque mot, une stratégie. Et dans cette maison où l'amour se heurte au mensonge, tout s'effondre, doucement. Irrémédiablement. Voici l'histoire d'un amour brisé par la peur, d'un homme trahi, et d'un enfant suspendu entre la vie et les décisions d'une mère trop lucide pour être innocente. Et moi, je vais vous la raconter. D'une voix calme, mais le cœur en feu. Khaled rentra tard ce soir-là. Ses pas résonnaient dans l'entrée silencieuse, lourd, fatigué, éreinté par une journée à vendre du pain dans les rues étouffantes de Lagos. Il posa son sac usé près du canapé, essuya la sueur de son front avec un geste machinal. Dans la maison, tout était calme. Trop calme. Naila était là, assise dans le salon, une tasse de thé entre les mains, les jambes croisées avec une élégance presque théâtrale. Elle ne leva même pas les yeux lorsqu'il entra. Elle semblait flotter dans une bulle de tranquillité, comme si rien autour n'avait de prise sur elle. Il s'approcha, le regard là. « Aujourd'hui encore, j'ai tout vendu », murmura-t-il. Elle hocha légèrement la tête, sans lui accorder un regard. Le silence s'installa, un silence épais, qui disait tout ce qu'il ne parvenait plus à se dire. Khaled sortit une enveloppe froissée de sa poche et la posa sur la table basse. C'était ce qu'il avait récolté. Quelques maigres billets, fruits d'un combat quotidien contre la chaleur, la fatigue et la honte. 250 000 naira. Ce n'était rien. Et pourtant, c'était tout ce qu'il avait. « Je vais voir le directeur de la Banque Solidaire demain, » dit-il d'une voix tremblante. Peut-être qu'un prêt. Peut-être qu'il comprendra. Elle referma son livre lentement, leva les yeux sur lui pour la première fois de la soirée. « Et comment comptes-tu rembourser un prêt, Khaled ? Avec ta volonté ? Tes bonnes intentions ? Tu veux sauver notre fils avec des mots ?» Il la fixa, comme si ces mots venaient de frapper quelque chose de sacré en lui. « Je parle de Samir, Naila. De notre fils. Il a de la fièvre. Il souffre. Et toi, tu restes là. Indifférente. » Elle se leva, droite, le regard toujours aussi froid. « Tu crois que je dors tranquille ? Tu crois que je ne pense pas à lui ? Mais il y a des réalités plus grandes que les larmes d'un enfant. » Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Khaled resta figé, le cœur serré. Il s'assit lentement sur le canapé, posa son visage entre ses mains. Les larmes ne vinrent pas. Il était au-delà des larmes. Il était dans ce territoire vide où le désespoir devient silence. À l'étage, derrière une bibliothèque, Naila actionna un bouton dissimulé. Un mécanisme s'enclencha doucement. Un compartiment secret s'ouvrit. À l'intérieur, un coffre gris. Elle en sortit une liasse de billets, qu'elle compta sans émotion. Puis elle referma le tout avec une précision presque rituelle. Elle rangea chaque chose à sa place, remit le sourire sur son visage comme un masque bien repassé. Ce que Khaled ignorait, c'est que Naila possédait une fortune. Une richesse silencieuse, répartie dans des comptes qu'il ne verrait jamais. Elle aurait pu sauver leur fils. Elle aurait pu tout changer. Mais elle avait choisi de ne rien dire. Choisi de regarder son mari s'épuiser. Plus tard, dans la nuit, alors que Khaled berçait Samir qui tremblait de fièvre, Naila envoyait un message depuis un téléphone qu'il ne connaissait pas. Un téléphone qui ne sonnait jamais. Il commence à douter. Accélérons. Le message partit. L'écran s'éteignit. Dans une voiture noire garée à l'ombre d'un immeuble silencieux, un homme reçut le message. Il sourit. Un sourire lent, sans chaleur. Il regarda une photo sur son téléphone. Celle de Khaled. Puis il ferma les yeux, comme pour savourer l'instant. Dans la maison, Khaled s'assit au chevet de son fils. Il lui essuya le front. Il chuchota des mots tendres. Il promit. « Tiens bon, mon fils. Je vais te sauver. Maman et moi, on va te sauver. » Mais dans cette maison aux murs trop propres, il ne savait pas encore que seul l'un d'entre eux croyait vraiment à cette promesse. Le jour se leva sur une maison immobile. Les rideaux bougeaient à peine. Le silence régnait comme un souffle suspendu. Naila était déjà réveillée, debout dans la cuisine. Elle portait un cafetan beige parfaitement repassé. Son visage était calme, trop calme. Elle préparait du thé comme on accomplit un rituel. Lentement, précisément. Khaled descendit les escaliers, les traits tirés par la fatigue et l'angoisse. Il n'avait dormi que par moments, hanté par les quintes de toux de Samir, par l'urgence qui grandissait à chaque heure. Il s'approcha de la table, posa une enveloppe sur la nappe, presque timidement.
Encore 250 000, dit-il. Il n'y avait ni fierté ni honte dans sa voix. Juste l'usure d'un homme qui fait ce qu'il peut. Naila ne leva pas les yeux. Elle versa le thé dans sa tasse sans répondre. Son silence était une réponse en soi. Je vais essayer de convaincre la banque, poursuivit Khaled. Il faut qu'on y croie encore. Même un prêt, même un petit. Elle souffla doucement sur son thé, puis répondit d'un ton égal. Croire ne suffit pas. Ce n'est pas la foi qui sauve les enfants, Khaled. C'est l'argent. Et toi, tu n'en as pas. Il la regarda, stupéfait. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait aimée. Il voulut répondre, mais quelque chose en elle l'intimidait. Un vide, une froideur qu'il n'avait jamais vue. Il se contenta de sortir, refermant la porte sans fracas. Naila, elle, monta à l'étage. Elle entra dans le bureau, tira doucement la bibliothèque sur le côté et accéda à son sanctuaire. L'écran de contrôle s'alluma. Plusieurs caméras diffusèrent les images du salon, du couloir, de la chambre. Elle observait tout. Elle surveillait. Elle possédait. Elle rembobina les images de la veille. Khaled, seul, les mains tremblantes, fouillant dans les tiroirs, s'arrêtant devant la bibliothèque. Il avait hésité. Il avait presque trouvé. Elle inspira profondément. La peur se glissa un instant dans ses yeux. Mais juste un instant. Il sait. Il soupçonne. Khaled, lui, n'en pouvait plus. Ce matin-là, il retourna dans le bureau dès qu'elle sortit. Son cœur battait à tout rompre. Il toucha les livres. Il sentit un relâchement derrière l'un d'eux. Il appuya. Un déclic. La bibliothèque s'entr'ouvrit. Une cavité. Un coffre. Et sur la table, une enveloppe. Il la prit, l'ouvrit. À l'intérieur, des documents d'une société suisse, des codes, des montants qu'il n'osait même pas lire à voix haute. Il prit des photos rapidement, les envoya à Sekou, son ami journaliste. Sekou répondit immédiatement. « Je creuse. C'est énorme. Fais attention à toi. » Mais quelques heures plus tard, Sekou rappela, la voix pressée, inquiète. « Ils m'ont piraté, Khaled. Tout mon disque dur a été effacé. On a déclenché quelque chose de gros. Fais attention. » Khaled sentit un frisson dans tout son corps. Il retourna chez lui et installa discrètement une petite caméra dans le salon, cachée derrière un vase. Il devait savoir jusqu'où elle était capable d'aller. Cette nuit-là, Naila rentra tard. Elle n'était pas seule. Un homme entra avec elle. Grand, silhouette sombre, lunettes noires. Ils s'assirent dans le salon. Le ton de sa voix était plus grave qu'à l'accoutumée. « Il commence à poser trop de questions, dit-elle. Je veux que ça soit discret. » Pas de traces. L'homme répondit. Un accident, une crise, une disparition, ce que tu veux. Khaled regarda la vidéo en silence. Ses mains tremblaient, son souffle se bloqua. Elle avait parlé de lui. Elle avait passé un contrat. Il contacta immédiatement Idriss, son ancien camarade devenu policier. Il lui expliqua tout. Il envoya les vidéos, les photos. Il ne pouvait plus attendre. Idriss répondit fermement. Ne reste pas là-bas. Viens, on va te protéger. Khaled prit quelques affaires. Il embrassa Samir sur le front endormi. Il quitta la maison sans un bruit. Mais il ne savait pas que Naila, elle aussi, savait. Son système l'avait alerté de la caméra. Elle avait vu son regard. Elle avait compris. Il est temps, murmura-t-elle dans l'obscurité de sa chambre. Le piège était en place. Les murs avaient des yeux. Et désormais, les rôles s'étaient inversés. Le chasseur allait devenir la proie. La nuit avait été courte. Le sommeil de Khaled était habité par des cauchemars confus, des bruits de pas dans l'escalier, des murmures au creux de l'oreille, et toujours, ce visage. Celui de Naila, silencieuse, indéchiffrable, dangereuse. Il s'éveilla dans une pièce exiguë du commissariat où Idriss l'avait caché pour sa sécurité. Une table en métal, un matelas à même le sol, et une lampe jaune qui clignotait parfois. Ce n'était pas le confort, mais c'était la vie. Et pour l'instant, c'était tout ce qu'il avait. Idriss entra, une tasse de café dans la main. Il s'assit en face de lui. J'ai vu les vidéos. J'ai parlé à une collègue de la brigade financière. Ce que tu as entre les mains, c'est du très lourd, Khaled. On parle de sociétés écrans, de blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Naila n'est pas seule. Elle fait partie d'un réseau. Il y a des ramifications partout. Khaled écoutait en silence. Chaque mot renforçait une réalité qu'il avait refusé d'accepter jusqu'ici. Ce n'était pas juste une trahison personnelle. C'était une toile d'araignée dont il n'avait été qu'un fil ignoré, jusqu'à ce qu'il gêne. Il demanda ce qu'il pouvait faire de plus. Idriss réfléchit, puis proposa de diffuser un témoignage. Une vidéo, une prise de parole publique. Pas pour provoquer, mais pour se protéger. Si la vérité devenait publique, il serait plus difficile de le faire disparaître sans éveiller les soupçons. Khaled accepta. Cette nuit-là, il enregistra. Dans une pièce vide, éclairée simplement, il parla. Il raconta Samir, ses nuits sans sommeil, les médicaments trop chers, les courses sous le soleil. Il parla de Naila, de sa distance, de son argent caché, de son masque d'épouse parfaite. Il montra les documents, les photos, les extraits de vidéos. Il ne pleura pas, il ne cria pas, il raconta, avec calme,
Avec vérité. Sekou, le journaliste, reçut la vidéo et la publia sur une plateforme indépendante. En quelques heures, elle fut partagée des milliers de fois. Des messages d'indignation, de compassion, de soutien affluèrent. Naila était devenue un nom, un visage, un symbole d'un système que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir le nommer. De son côté, Naila regarda la vidéo depuis son salon. Elle était seule, dans l'obscurité. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne cligna même pas des yeux. À la fin, elle referma l'ordinateur portable, se leva lentement, et décrocha un téléphone qu'elle avait gardé secret jusque-là. « Il faut l'éteindre, dit-elle simplement. Je veux que ce soit net. Plus de discussion. Il ne doit pas passer la semaine. » L'homme au bout du fil acquiesça sans poser de questions. Il savait, elle savait, le temps de la retenue était terminé. Mais ce que Naila ignorait, c'est que cette fois, elle aussi était suivie. Grâce à une balise discrète placée dans sa voiture par Idriss, la police avait commencé à tracer ses mouvements. Et la spirale qu'elle avait mise en route se retournait peu à peu contre elle. Pendant ce temps, Khaled reçut un appel étrange d'un ancien collègue. Une plainte venait d'être déposée contre lui. Falsification de documents, abandon parental, suspicion de fraude. Des accusations sans fondement, mais qui suffiraient à salir son nom, à l'éloigner de Samir. « C'est elle, murmura-t-il. Elle veut me détruire entièrement. » Idriss le regarda, inquiet. « Tu veux continuer ? » Plus que jamais. Le lendemain, la police découvrit un entrepôt abandonné où l'un des associés de Naila avait été vu. À l'intérieur, des dossiers, des photos, et un symbole étrange, peint sur un mur. Une spirale noire enfermée dans un triangle rouge. Spiralux. C'était réel. Le soir venu, Khaled reçut un appel inattendu. Une voix douce, féminine. Il reconnut tout de suite. « Naila, tu n'aurais pas dû aller aussi loin, dit-elle. Tu crois que tu peux te battre contre quelque chose que tu ne comprends même pas ? Je n'ai pas besoin de comprendre pour protéger mon fils, répondit-il. Tu as ouvert une porte, Khaled. Et tu ne peux plus la refermer. Elle raccrocha. Il resta immobile, le cœur battant. L'engrenage était lancé. Et cette fois, aucun des deux ne tenait plus le contrôle. Le matin se leva lentement sur Lagos, enveloppé d'un ciel chargé et d'un silence étrange. Dans la maison désormais vide de cris, vide de rires, Naila fixait son reflet dans le miroir. Elle s'observait comme on observe une étrangère. Son visage était toujours impeccable, ses traits parfaitement figés, mais dans ses yeux brillait une lumière qu'elle ne reconnaissait plus. C'était la peur, ou peut-être quelque chose de plus profond encore. Une fissure. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Elle l'attrapa d'un geste rapide. Un message, juste quelques mots. Vidéo publiée. Le monde sait. Elle resta figée quelques secondes. Les murs autour d'elle semblaient se refermer lentement. Elle savait que ce jour viendrait. Elle l'avait redouté, anticipé, préparé. Mais le choc restait brutal. Le témoignage de Khaled faisait déjà le tour des réseaux. Les gens le partageaient, commentaient, analysaient chaque mot, chaque regard. La presse avait repris l'affaire. Et désormais, ce n'était plus une histoire de famille. C'était un scandale national. Naila se leva. Elle se vêtit simplement. Plus de bijoux, plus de talons. Elle quitta la maison sans bruit, sans même refermer la porte derrière elle. Il n'y avait plus rien à protéger ici. Plus rien à jouer. Elle se rendit dans un immeuble sans nom, dans le quartier chic d'Ikoyi. Un bâtiment discret, sans enseigne, sans fenêtre apparente. On y entrait avec un code. On en ressortait rarement le cœur léger. Elle descendit les escaliers menant au sous-sol. Là, dans une salle froide et faiblement éclairée, 3 hommes l'attendaient. Leur visage était impassible. Aucun d'eux ne la salua. « Tu as failli, » dit l'un d'eux. « Ton mari a retourné la table. Et maintenant, tout le monde regarde. » Naila les fixa droit dans les yeux. « Je peux corriger ça. Donnez-moi 3 jours. Je vous livre son silence. » Ou sa disparition. Un silence suivit sa déclaration. Puis un simple hochement de tête lui fut accordé. Elle tourna les talons et remonta, le pas ferme, les poings serrés. Elle venait de signer un pacte. Encore un. Pendant ce temps, Khaled accompagnait Samir dans une clinique à Rabat. Grâce aux dons reçus après la diffusion de la vidéo, son fils avait enfin accès aux soins dont il avait tant besoin. Samir reprenait lentement des forces. Son souffle devenait plus régulier. Son regard s'éclairait par moments. Un jour, alors que Khaled lui racontait une histoire, Samir lui demanda « Est-ce que maman viendra me voir ici ?» Khaled hésita. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Elle est loin, mon fils. Mais je pense qu'elle t'aime toujours, d'une certaine façon. »« Peut-être, » murmura Samir. « Mais elle ne me regarde plus dans mes rêves. » Khaled détourna les yeux. Il ne voulait pas pleurer. Pas devant lui. De retour à Lagos, Naila reçut une convocation. Elle devait comparaître pour une première audience. Les accusations pesaient lourd. Dissimulation de biens, complicité d'associations criminelles, tentative de corruption, et complicité de tentative de meurtre. Elle se rendit au tribunal vêtue d'une robe noire simple. Pas de maquillage, pas de défense médiatique.
Elle entra dans la salle sous le regard des journalistes, des citoyens, des curieux. Certains criaient son nom, d'autres l'insultaient, mais elle marchait droite, la tête haute. Comme toujours, lorsqu'on lui demanda si elle avait consciemment choisi de ne pas aider à sauver son fils malgré ses moyens, elle prit enfin la parole. Sa voix résonna, posée, calme, presque douce. J'ai fait un choix. Je ne dis pas qu'il était juste. Je ne dis pas qu'il était humain. Mais il était à moi. Pendant trop longtemps, j'ai tout laissé aux autres. J'ai décidé, cette fois. Et je l'assume. Certains furent troublés, d'autres écœurés, mais personne ne resta indifférent. Le lendemain, Khaled reçut un appel. Elle avait demandé à voir Samir. Juste une fois, sous surveillance. Il accepta. Ils se retrouvèrent dans une pièce blanche, impersonnelle, éclairée par une lumière trop forte. Naïla était assise, les mains jointes sur ses genoux. Lorsqu'elle vit Samir entrer, tenu par la main de Khaled, ses yeux s'embuèrent. Mais elle ne pleura pas. Samir la regarda sans colère. Il lui demanda simplement « Tu reviens quand ?»« Pas tout de suite, mon amour, répondit-elle doucement. Mais je pense à toi. Chaque jour. » Il lui tendit un dessin. Une maison, un soleil, un homme, un enfant, et une silhouette floue, tout au fond. C'est toi, dit-il, mais je n'ai pas réussi à dessiner ton visage. Elle prit le dessin avec précaution. Et dans ce silence-là, un lien se retissa. Fragile, mais réel. Quand Khaled sortit avec Samir, il se retourna une dernière fois vers elle. Je ne te pardonne pas, mais je te comprends un peu mieux. Elle ne répondit pas, elle n'avait plus rien à dire. Son masque était tombé, ce qui restait d'elle, était nu, sans artifice. Les semaines passèrent, et avec elles, le tumulte médiatique retomba peu à peu. Mais les cendres, elles, étaient encore chaudes. Le nom de Naïla Bakari restait sur toutes les lèvres. Certains la voyaient comme une manipulatrice sans cœur. D'autres y voyaient une femme broyée par un système plus grand qu'elle. Mais au fond, personne ne savait vraiment qui elle était. Pas même elle. Le procès approchait. Les charges étaient lourdes. Fraude, blanchiment, mise en danger de la vie d'autrui, et surtout, appartenance à une organisation souterraine, celle dont Khaled et Idriss avaient révélé les premiers fragments. Spiralux, un nom qui flottait dans les rapports de renseignement comme une ombre. Naïla n'avait plus rien à perdre. Elle le savait, elle avait perdu sa famille, sa réputation, son pouvoir. Ce qui lui restait, c'était un dernier choix. Tomber seule, ou entraîner ceux qui l'avaient façonnée. Elle choisit de parler. Devant le juge, elle nomma. Elle livra des documents, des correspondances codées, des preuves de transfert. Elle expliqua les mécanismes. Comment on l'avait approchée, comment on l'avait flattée, entraînée, puis piégée. Elle raconta tout, sans trembler, sans chercher à s'excuser. Certains y virent un acte de courage. D'autres une dernière manœuvre pour alléger sa peine. Mais elle ne cherchait ni pardon ni absolution. Elle voulait juste que la vérité sorte. Même trop tard. Pendant ce temps, à Rabat, Samir suivait son traitement avec régularité. Son corps, si fragile, reprenait peu à peu des forces. Il riait parfois, il posait des questions, des vraies questions, sur la maladie, sur l'avenir, sur sa mère. Khaled lui répondait toujours avec tendresse. Maman est en train de réparer ses erreurs. Il ne mentait pas, il choisissait les mots, pour que Samir grandisse sans haine, sans rancune, juste avec la mémoire d'un amour complexe. Un matin, Samir demanda à écrire une lettre. Il s'installa avec un crayon et une feuille. Ses mains tremblaient un peu. Mais il était décidé. Maman, j'espère que tu vas bien. Ici, je vais mieux. Je pense à toi quand il fait très chaud et que le soleil me brûle un peu. Je me demande si tu regardes encore les étoiles. Moi oui, avec papa. Je t'envoie un dessin. C'est moi et toi et papa. On marche, même si je sais que ce n'est pas pour maintenant. Je t'aime quand même un peu. Samir. Naïla reçut la lettre en détention. Elle la lut seule, à la lumière d'une lampe grésillante. Ses mains tremblaient légèrement. Elle replia doucement le papier, le glissa dans son livre préféré, et le serra contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une chaleur dans sa poitrine. Une paix étrange. Quelques mois plus tard, une peine fut prononcée. 10 ans de réclusion, réduite à 6 pour coopération exceptionnelle. Elle fut transférée dans un centre discret. Et puis, plus rien. Pas d'interview, pas de plainte, pas de cri. Elle disparut du regard du monde. Khaled, de son côté, retourna au Nigeria. Avec l'aide de bénévoles et des fonds recueillis, il ouvrit un petit centre de soins pour les enfants atteints de maladies rares. Il le nomma Centre Samir. Un endroit paisible, aux murs peints de couleurs douces, où la vie reprenait sa place malgré la douleur. Un jour, alors qu'il posait une plaque à l'entrée du bâtiment, il relut les mots qu'il avait choisis. Pour que l'amour reste plus fort que le silence. Il pensa à Naïla, à leur début, à leurs rêves, et à tout ce qui s'était brisé. Il ne ressentait plus de colère. Seulement une tristesse calme, celle qu'on accepte, celle qui ne demande rien. Samir grandit, lentement, avec des cicatrices, oui, mais aussi avec des rires, avec des questions, avec une force que seuls les enfants savent puiser au cœur de la fragilité. Et Naïla, on dit qu'elle fut libérée discrètement.
qu'elle vit quelque part en Afrique du Sud, loin de Lagos, loin des regards. Certains affirment l'avoir croisée dans une petite librairie, toujours habillée simplement, tenant un livre contre son cœur comme on tient une prière. Mais personne ne sait vraiment. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Parce que certaines histoires ne trouvent pas de fin nette. Elles laissent des traces, des échos, des silences. Et parfois, c'est dans ce silence que la vérité continue de vivre. On dit souvent que le silence est une arme. Mais il peut aussi être une protection, un refuge, une façon de survivre quand tout le reste s'effondre. Naila n'est plus là. Du moins, pas là où on l'attendait. Elle a quitté la lumière, les regards, les jugements. Elle vit quelque part, peut-être dans l'ombre, peut-être dans la paix. Personne ne sait, et au fond, cela n'a plus vraiment d'importance. Khaled, lui, a continué. Il a transformé la douleur en action. Il a bâti un lieu pour ceux qu'on oublie, pour ceux qu'on abandonne, pour ceux qu'on aime trop tard. Un lieu où Samir peut sourire, où d'autres enfants peuvent guérir, où l'amour ne trahit pas. Ce n'est pas une fin parfaite, ce n'est pas une revanche. C'est une respiration. L'histoire de Naila, Khaled et Samir, ce n'est pas celle d'un combat entre le bien et le mal. C'est celle de choix impossibles, de silences trop lourds, de regards fuyants. Mais c'est aussi celle d'un pardon qui prend le temps. Et parfois, c'est dans ce temps, dans ce silence, que l'on commence enfin à guérir. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir ou simplement ressentir, alors je vous invite à vous abonner. Ici, chaque histoire est une voix. Une voix qui parle de choix, de silence, de douleur qu'on ne dit pas toujours, mais qu'on devine. Et si vous aimez ces récits racontés avec sincérité, ces fragments de vie qui laissent une trace, alors rejoignez cette voix, cette présence, ce chemin. Abonnez-vous. Et surtout, merci d'avoir écouté. Jusqu'au bout.